Donc, bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute pour cette première capsule Facebook du Fonds des architectes. Mon nom est Marie-Pierre Bédard. Je suis responsable de prévention et analyste au service des sinistres. Je suis en compagnie d'André Gobeil de la firme Technorm, qui est architecte et expert, dont la réputation n'est plus à faire. Et André est avec moi aujourd'hui pour nous entretenir des particularités liées à la conception des mezzanines. Il faut comprendre que les erreurs qui sont liées aux mezzanines peuvent entraîner des indemnités et des frais importants. Donc, à titre d'exemple, depuis la création du fonds, nous avons traité 8 dossiers en lien avec les mezzanines, dont André a été notre expert. Et ces dossiers-là ont entraîné des frais et des indemnités de l'ordre de 2,2 millions. Donc, c'est énormément de frais et d'indemnités pour uniquement 8 dossiers. Alors, sans plus tarder, allons-y avec le vif du sujet. André, qu'est-ce que je dois considérer en premier lieu lorsque je veux mettre des mezzanines dans un projet, quand je veux concevoir des mezzanines? La première chose qu'il faut considérer, c'est la détermination de l'autorité compétente. Donc, comme professionnel architecte au dossier, la première chose que je dois savoir, c'est avec qui je vais traiter. Est-ce que je vais traiter au niveau provincial avec la Régie du bâtiment du Québec, qui a sa propre réglementation, ou si je vais travailler plutôt avec l'organisme municipal qui, elle, va avoir justement une réglementation qui est généralement différente. La Régie du bâtiment est le mandataire du gouvernement du Québec pour élaborer et appliquer une réglementation en sécurité incendie. Par contre, cette réglementation-là ne s'applique pas nécessairement sur l'ensemble des bâtiments construits au Québec. Il y a des exemptions pour l'application du Code de construction du Québec, chapitre bâtiment. Et ces exemptions-là sont généralement reprises par de la réglementation municipale via des règlements de construction qui sont propres à chaque ville ou municipalité. Les deux principales sources des fois de problèmes au niveau justement de mezzanine résident dans le fait qu'à la fois les bâtiments industriels et les bâtiments d'habitation d'au plus 2 étages et d'au plus 8 logements sont des bâtiments qui sont exemptés. Donc, ils vont relever du côté municipal et non pas du côté provincial comme tel. Parlons du nombre d'étages. Je pense que c'est un élément qui est pertinent. Est-ce que j'ai raison de dire que c'est le nombre d'étages qui va me permettre de déterminer les exigences de construction? Bien, tout à fait. Une étude de code standard va toujours commencer de la même façon. J'ai 3 éléments principaux dont je dois tenir compte, donc 3 prémices. En fait, l'usage ou les usages principaux que je vais retrouver dans mon bâtiment, l'aire de bâtiment, donc physiquement l'emprise que ce bâtiment-là peut avoir là, dans l'espace, de même que la hauteur du bâtiment. Et la hauteur de bâtiment, ça s'exprime en termes de nombre d'étages. Avec ces 3 critères de base-là, je vais pouvoir par la suite déterminer toutes les exigences de construction de mon édifice. Quand on parle d'exigences de construction, on va parler premièrement de type de construction. Est-ce que le code du bâtiment, par exemple, va me permettre une construction combustible ou s'il va m'exiger une construction incombustible? Même chose au niveau des degrés de résistance au feu pour l'ensemble de l'ossature, des composantes de mon bâtiment. On pense aux colonnes, aux murs porteurs, aux toits, aux planchers et planchers de mezzanine également. Bien, tout ça va être déterminé en fonction, entre autres choses, de la hauteur du bâtiment en termes de nombre d'étages. La troisième chose qui est non négligeable, c'est le fait que je vais avoir ou non des gicleurs qui vont être exigés dans ma construction. Et c'est toujours en lien avec la hauteur de mon bâtiment. Et pour avoir traité plusieurs dossiers ensemble, on s'entend que c'est le fait d'avoir omis de considérer une mezzanine comme un étage qui va être à la source des réclamations qu'on a traitées au Fonds des architectes. Le fait d'avoir omis justement de comptabiliser une mezzanine comme étage dans le calcul de ma hauteur va faire en sorte que je vais avoir des exigences moindres sur mes plans que ce qui aurait dû être prévu par la réglementation. Vous comprendrez que dans un bâtiment, lorsqu'on va avoir un édifice qui est plus élevé, bien, le temps d'évacuation de ce bâtiment-là va être beaucoup plus long que sur un bâtiment qui est moins élevé. D'où des exigences de construction accrues pour un édifice qui va comporter plus d'étages qu'un édifice qui va en avoir moins. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le code du bâtiment, l'endroit charnière, si on peut dire, c'est la différence entre un bâtiment de 3 et de 4 étages.
Au niveau évacuation, un bâtiment de 3 étages s'évacue rapidement dans une zone très sécuritaire au niveau propagation de fumée et tout ça. Dès que j'ai 4 étages et plus, on devient justement beaucoup plus vulnérable aux effets de la fumée dans un bâtiment lors d'un début d'incendie. 3 étages, si on parle surtout d'habitation, bien, je vais pouvoir me qualifier dans la partie 9 du Code pour les petits bâtiments qui comportent des exigences de construction beaucoup moins sévères, règle générale, qu'un édifice de 4 étages, par exemple, qui va se retrouver dans la partie 3 du Code. On pense entre autres au fait que dans la partie 9, bien, tous les bâtiments peuvent être de construction combustible, contrairement à la partie 3 qui, dans certains cas, va me donner, me permettre des constructions combustibles, mais avec la présence de gicleurs, ce qui n'est pas du tout le même prix qu'un édifice sans gicleurs. Les degrés de résistance au feu également vont être augmentés généralement de 45 minutes. On va passer à 1 heure au niveau des planchers, des séparations coupe-feu pour les issues, donc ce qui implique également des portes avec un degré par flamme plus important. On va aussi avoir, dans certains cas, l'ajout de réseaux de canalisation incendie, en plus des gicleurs. Accès sans obstacle aussi, dans certains cas, pour certains bâtiments. Le fait de passer de la partie 9 à la partie 3 va m'exiger justement un accès sans obstacle, donc des coûts d'infrastructure importants. Et ça peut même aller jusqu'à impliquer mon ingénieur en structure, parce que si je suis dans un petit bâtiment de la partie 9, par exemple, le calcul pour les fermes de toit se fait avec une méthode simplifiée pour la détermination de la charge de neige au toit. Tandis que dans la partie 3, qui réfère justement à la partie 4 du Code pour l'ingénierie de structure, le calcul est beaucoup plus complexe et va me donner justement des fermes de toit qui vont effectivement engendrer des coûts supérieurs à ce niveau-là. Puis on comprend aussi que quand on découvre l'erreur, souvent les travaux peuvent être avancés. Et donc là, ça peut avoir des impacts d'autant plus importants. Si plutôt la problématique est décelée, bien, c'est plus facile d'effectuer des travaux correctifs ou d'orienter le tir sur le chantier à ce moment-là. Les matériaux n'étant pas tous nécessairement commandés ou livrés, bien, il y a un impact qui est beaucoup moindre que si on est en train de poser le gypse et que quelqu'un découvre subitement que le bâtiment a un étage de plus. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Il faut effectivement, dans certains cas, procéder à la démolition d'équipements ou de matériaux qui sont déjà en place pour pouvoir effectuer les travaux correctifs ou les ajouts nécessaires pour se conformer à la réglementation, d'où des coûts passablement plus élevés, effectivement. On a parlé du Code du bâtiment, on a parlé des règlements de construction. Est-ce qu'il y a d'autres réglementations que je dois considérer quand je fais une conception avec des mezzanines? Je pense au zonage particulièrement. Bien, tout à fait. On a parlé de code de construction ou de règlement de construction, selon que je suis au niveau du fédéral, du provincial, c'est-à-dire, ou du municipal. Par contre, le règlement de zonage est très important parce que, comme professionnel, on se doit de se conformer à l'ensemble de la réglementation applicable pour la construction d'un bâtiment. Ce qui fait que je me dois d'être à la fois conforme au code ou au règlement de construction, mais aussi au règlement de zonage, qui lui aussi va nous parler de hauteur de bâtiment. Il faut se méfier parce que dans le règlement de zonage, on n'aura pas nécessairement les mêmes définitions justement de mezzanine et de hauteur de bâtiment en termes de nombre d'étages que dans le code de construction ou dans le règlement de construction. Un exemple de ça sur un dossier particulier justement où j'ai agi comme expert pour le fonds, le bâtiment était tout à fait conforme au règlement de zonage, c'est-à-dire que les mezzanines en question avaient été prévues au niveau conceptuel comme étant l'équivalent de 40 de l'étage qu'elles surmontaient, ce qui répondait à la définition de demi-étage du règlement de zonage. Et dans le règlement de zonage particulier de cette ville-là, il y avait effectivement une clause qui disait qu'un demi-étage n'était pas comptabilisé comme étant un étage, donc dans le calcul de la hauteur de bâtiment pour le zonage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le permis a été étudié par les gens de l'urbanisme, il y a eu un problème parce qu'au niveau du règlement de construction, la définition de demi-étage n'existant pas dans le code, bien, il faut absolument à ce moment-là qualifier la mezzanine en question d'étage. Et la définition de mezzanine n'était pas du tout la même, effectivement, que dans le règlement de zonage. Donc, une
Un bâtiment qui était prévu comme étant 3 étages au sens du règlement de zonage devenait un bâtiment de 4 étages au sens du règlement de construction, avec des exigences supplémentaires au niveau sécurité incendie. Et il fallait se conformer autant au zonage qu'au règlement de construction. Justement, pour ne pas qu'une mezzanine soit comptabilisée comme un étage, je pense que le Code a prévu ce qu'on appelle des exemptions pour qu'on puisse le qualifier à ce niveau-là? Il y a effectivement des exemptions dont on va se servir pour calculer justement la hauteur de mon bâtiment. En termes de mezzanine, au départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une mezzanine, c'est vraiment une aire de plancher. Donc, j'ai des occupants, j'ai un usage. Donc, normalement, par définition, ça devient un étage qui est comptabilisé dans la hauteur de mon bâtiment. Par contre, j'ai des exemptions pour de petites mezzanines où on juge que le fait de ne pas les additionner dans le calcul de ma hauteur de bâtiment ne sera pas problématique au niveau sécurité incendie dans l'édifice. Les 2 exemptions qui existent, si on parle du Code de construction du Québec, chapitre bâtiment, c'est ce qu'on appelle le fameux 40 et 10 Les architectes sont habitués avec ces 2 chiffres-là. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention parce que ça ne s'applique pas du tout de la même façon, le 10 et le 40 C'est d'autant plus vrai qu'en 2008, lorsque la Régie du bâtiment du Québec a adopté le Code national du bâtiment 2005, la façon de calculer 40 pour des mezzanines qui ne comptent pas comme étage a été complètement chamboulée. C'est une nouvelle façon, une nouvelle approche qui a été faite. Donc, si on parle de 10 la façon de calculer tout ça, c'est 10 de l'aire de plancher sur lequel va se situer la mezzanine, donc l'étage sur lequel la mezzanine va être construite. Ça, c'est valable seulement si je n'ai pas de suite sur l'aire de plancher en question. Si j'ai des suites, donc exemple un édifice d'habitation où j'ai des logements, des condos, chaque logement, chaque condo va être calculé comme étant une suite. Et le 10 dans un tel cas va s'appliquer à l'intérieur de ma suite de façon distincte, donc 10 de chacune des suites. Lorsqu'on parle de 40 ce n'est plus par rapport à l'aire de plancher inférieure ni à l'aire de la suite, mais on va parler plutôt de 40 de l'aire sans cloison dans laquelle se situe ma mezzanine. Donc, c'est une nouvelle approche qui est quand même intéressante, qui me permet beaucoup de choses, mais il faut faire attention justement à cette façon de faire-là et aux interprétations qui sont données pour le calcul de 40 Oui, parce que je pense qu'il y a un débat, en fait, sur l'interprétation de qu'est-ce qui constitue une cloison et qu'est-ce qu'on doit considérer à ce titre. Tout à fait. Lorsque la Régie du bâtiment a adopté justement le Code de 2005 comme base pour le Code de construction chapitre bâtiment, il y a eu émission d'un document qui démontrait justement les principales caractéristiques des nouvelles exigences du Code. À l'intérieur de ce document-là, on retrouve justement des précisions sur la façon de calculer le 40 de l'aire sans cloison de la pièce dans laquelle se situe la mezzanine. Et on y mentionne que selon la configuration, une cuisine pourrait être appelée à ne pas être comptabilisée effectivement dans l'aire sans cloison, dû au fait qu'on a quand même certains obstacles visuels comme les armoires en partie haute ou les comptoirs de cuisine qui empêcheraient éventuellement justement d'avoir vraiment une vue dégagée là, sur l'aire sans cloison. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec cette interprétation-là parce que, justement, le terme cloison est clairement défini dans le Code. Et tant qu'à moi, un comptoir de cuisine ou les armoires de cuisine, ce n'est pas du tout des cloisons. Par contre, il faut se méfier parce qu'effectivement, comme professionnel, on doit s'en remettre à l'interprétation officielle de l'autorité compétente, donc qui, dans ce cas-ci, est la Régie du bâtiment du Québec. Est-ce qu'il y a des exigences particulières au niveau de la Ville de Montréal? Dans le cas de la Ville de Montréal, pour les bâtiments qui sont sous leur juridiction, donc qui sont des bâtiments qui sont exemptés de l'application du Code de construction chapitre bâtiment, il existe le règlement de construction 11-018 de la Ville de Montréal qui vient modifier justement la définition de 40 de mezzanine qui ne compte pas comme étage. Ce n'est pas 40 de l'aire sans cloison de la pièce dans laquelle est située la mezzanine, mais bien 40 de la suite comme telle. Donc, c'est quelque chose qui est complètement différent comme façon de faire par rapport au Code de construction du Québec.
Donc, il faut faire attention. Si quelqu'un, par exemple, est habitué de travailler avec cette définition-là du règlement municipal et qui, tout à coup, va travailler un bâtiment qui est sous juridiction provinciale au niveau de la réglementation du bâtiment, bien, il ne faut pas oublier que le 40 ne se calcule pas du tout de la même façon. Et c'est d'ailleurs un cas où j'ai eu à intervenir pour le fonds comme expert, où il y a eu ce manquement-là au niveau justement là, d'utilisation de la bonne définition en fonction de la réglementation applicable. Si la conception ne se qualifie pas dans les deux exemptions que tu viens de décrire, est-ce qu'il existe quand même des alternatives au niveau du code pour prévoir des mezzanines dans des plans? Les mezzanines, malgré le fait que je n'aurais pas pu les exempter en vertu là, du 10 ou du 40 dont on vient de parler, vont être comptabilisés comme étant des étages dans le calcul de la hauteur de bâtiment. Mais par contre, si je veux garder quand même des communications visuelles ou des choses comme ça entre les différents étages, c'est possible de le faire. C'est ce qu'on appelle dans le code les aires communicantes. Et on a justement deux façons de travailler ces aires communicantes-là. Toutes ces exigences-là se retrouvent dans la sous-section 328 du code qui s'appelle justement aires communicantes. Donc, une des façons, c'est de tout simplement rabattre verticalement la séparation coupe-feu horizontale qui sépare mes différents étages, de le rabattre donc vers le haut. L'autre méthode, qui est plus complexe, c'est de se conformer aux articles 3283 à 3289 du Code. Et ces exigences-là sont quand même très sévères. On parle de bâtiments de construction incombustible, on parle de bâtiments qui est entièrement protégé par gicleur. J'ai de la protection par vestibule au niveau des cages d'escalier, des ascenseurs, des choses comme ça, des retombées verticales autour des ouvertures. Donc, beaucoup de contraintes au niveau construction. Et ce qui est plus difficile d'application, justement, de par la complexité de tout ça, bien, c'est très difficile d'appliquer justement les aires communicantes à l'intérieur, par exemple, de projets d'habitation. Tu as des applications qui sont beaucoup plus commerciales ou industrielles. C'est très difficile d'application là, dans des édifices à logement. On va retrouver ça beaucoup plus là, dans des édifices à bureaux ou des édifices commerciaux où on va avoir ce qu'on appelle souvent un atrium, un petit peu comme au complexe des Jardins, par exemple, où plusieurs mezzanines superposées sont complètement ouvertes sur un immense espace central. C'est ce qu'on appelle vraiment, dans le cas du bâtiment, des aires communicantes. Finalement, André, si un architecte désirait approfondir ses connaissances au niveau des mezzanines et des aires communicantes, je pense que tu vas donner une formation dans les prochaines semaines? Oui, tout à fait. Il y a une formation en classe virtuelle qui est prévue d'ailleurs le 2 juin 2017 via l'Ordre des architectes du Québec. Donc, on s'inscrit en communiquant avec l'Ordre? Tout à fait. Vous pouvez trouver tous ces renseignements-là sur le site Internet de l'Ordre des architectes. Merci beaucoup, André, pour ton temps. Ça fait un plaisir. Ça fait plaisir, moi aussi.